Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision d'ici et d'ailleurs, ITV, qui reçoit ce soir dans le cadre de cet entretien spécial Monsieur Pascal Smet. Bonsoir. Bonsoir. Notre hôte est le secrétaire d'État de l'urbanisme, du patrimoine, des relations internationales et européennes de la région de Bruxelles en Belgique. Il occupe ce poste depuis 2019. Il a eu à occuper plusieurs autres responsabilités dans le cadre de sa carrière, notamment celle de commissaire général des réfugiés et des apatrides. Alors, vous séjournez à Dakar depuis quelques jours en compagnie de la princesse de la Belgique, Astrid. Pouvez-vous nous entretenir sur l'essence et le sens de votre déplacement au pays de la Teranga? Vous savez, pour nous, le Sénégal est un pont d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays économiquement, politique stable, avec une population très jeune. Et depuis 60 ans maintenant, la Belgique a des relations avec le Sénégal. Et par conséquent, on estime qu'on doit approfondir et que nos gens, nos entreprises, avec vos gens, vos entreprises, travaillent beaucoup plus ensemble dans un esprit de partenariat. Et on est venu ici dans un esprit de partenariat. On n'est pas venu avec peut-être un ancien esprit européen. Non, on est dans un nouveau esprit européen, égal. On veut travailler ensemble pour faire des activités économiques, évidemment, entretenir nos relations politiques aussi. Vous l'avez dit, la Belgique est un partenaire historique du Sénégal. Justement, à combien s'élèvent les échanges commerciaux entre nos deux pays? Il y a beaucoup d'échanges entre nos deux pays. Ça peut agrandir énormément encore, on estime. On a à Bruxelles une diaspora de Sénégalais et on ne l'utilise pas assez. Ces gens qui sont installés chez nous en Belgique, à Bruxelles, peuvent vraiment contribuer à des petites et moyennes entreprises pour faire en sorte qu'on a une vraie interaction économique. Et on a par exemple une expertise dans le secteur du culturel à Bruxelles. Ouais. Le grand secteur culturel est très important, l'industrie créative culturelle, et on constate que ici au Sénégal, à Dakar, il y a toute une dynamique aussi. Et là, ensemble, avec un programme qu'on soutient, on veut vraiment approfondir cette collaboration et former, donner des possibilités à des jeunes ici au Sénégal, mais aussi chez nous en Belgique. Alors, la Belgique accueille sur son sol une importante diaspora sénégalaise qui excelle dans bien des domaines. Justement, à combien s'élèvent ces compatriotes sénégalais qui vivent dans votre pays? Autour de 9000. Hein. On a maintenant, à première vue, c'est peut-être pas un grand chiffre, mais c'est un début. Et on veut vraiment approfondir dedans. Et qu'il y a une échange. On vient de négocier, la Belgique a négocié maintenant un accord de réadmission avec le Sénégal, puisque parfois les gens restent trop longs. Et c'est important, puisque pour nous, c'est un début. Et si ça fonctionne bien, j'espère qu'un jour, l'obligation de visa pour l'Union européenne, pour l'espace Schengen, peut être soulevée. Il faut des mesures de confiance et je pense que c'est une des mesures qui peuvent se faire à plus long terme, évidemment. Parlant de mesures de confiance, récemment, nos deux pays ont signé un accord pour le rapatriement des sans-papiers en Belgique. Pouvez-vous nous entretenir sur les tenants et les aboutissants de cet accord? C'est un accord nouveau, ça a pris beaucoup de temps, mais finalement on a pu le signer. Et c'est important pourquoi? Puisqu'il y a des gens qui viennent parfois chez nous, qui restent trop longues, qui doivent quitter le pays. C'est surtout une migration économique, ce n'est pas une migration politique dans le sens de réfugiés, ce n'est pas le cas, c'est plutôt économique et les gens qui n'obtiennent pas un visa. Et pour nous, c'est important quand les gens ne peuvent pas rester, que le Sénégal collabore avec la Belgique pour les identifier. Et quand ils sont identifiés, ils sont retournés vers leur pays d'origine, ici le Sénégal. Et si ça fonctionne bien, ça peut être un modèle pour les autres pays européens. Et à ce moment-là, qu'on constate que ça fonctionne, la manière de regarder l'obligation de visa va changer énormément. Et c'est là l'intérêt pour le Sénégal aussi. Si le Sénégal reprend sans grande difficulté les Sénégalais qui restent trop longtemps sans papier en Belgique ou en Europe,
Après, ça va être beaucoup plus facile pour abroger ou supprimer l'obligation de visa. Alors, y en a-t-il de ces Sénégalais qui ont des écarts de conduite en Belgique? Non, non, je pense en général, la communauté sénégalaise en Belgique s'intègre. Et vous savez, il y a une grande différence entre la Belgique et la France. Oui. En France, les gens demandent l'assimilation. En Belgique et à Bruxelles en particulier, un Sénégalais peut rester un Sénégalais. On est, Bruxelles, une ville de minorité. À Bruxelles, on a 1,2 million d'habitants. 60%, même peut-être 70% d'entre eux sont nés à l'étranger, ont des parents, des grands-parents qui sont nés à l'étranger. Ça veut dire qu'on a une ville avec 184 nationalités où chacune peut rester lui-même ou elle-même. We dare you to be yourself, on dit en anglais. Hein? Ouais. On dit aux gens, reste vous-même. Évidemment, on veut, quand tu es vraiment installé à Bruxelles, avec nous, construire l'avenir de Bruxelles. Et à Bruxelles, cette ville de minorité n'a pas une culture dominante. Ça, c'est la grande différence, par exemple, avec Paris ou avec Londres, ou avec des autres villes européennes. Là, il y a toujours une culture dominante. Et on veut que vous adaptez à la culture dominante. En Angleterre, c'est devenir britannique. En France, c'est devenir français. Non, nous dit, vous pouvez rester sénégalais d'origine, de souche. Ouais. On va construire ensemble l'avenir bruxellois. Et chacun peut même parler sa langue dans les rues bruxelloises et personne ne va regarder. On estime que c'est normal. À vous entendre, à vous écouter, Belgique ou bien Bruxelles est plus hospitalière que les autres capitales occidentales. Oui. Dans ce cas, Oui. quelle est l'urgence de cet accord de rapatriement des sans-papiers? Puisque ça doit fonctionner, ça veut dire qu'il faut des règles dans la société. Quand vous dites vous pouvez venir, c'est bien, vous pouvez rester 3 mois, vous restez 3 mois. Si vous décidez de rester 6 mois, ça ne va pas. C'est des règles, c'est comme payer des taxes. Hein? Quand l'État vous dit qu'il faut payer des taxes, il faut payer des taxes. Tu ne dois pas dire ah, je dois payer 10 000 euros, je dis quelque chose de taxes, je vais seulement payer 5 000 euros puisque j'estime que ça c'est. Non, ça ne va pas. Il y a des règles, il faut respecter les règles. Et là, l'importance de donner des visas de travail, donner des visas aux étudiants, par exemple. Et pour ça, cette mission économique est très importante, Ouais. puisqu'on peut faire des liens entre des universités et des autres écoles. Quand il y a des liens entre des universités et hautes écoles, on va avoir des programmes d'échange des étudiants. Et c'est, à mon avis, pas seulement important que les Sénégalais viennent chez nous en Belgique ou à Bruxelles, mais aussi les Bruxellois et les Belges viennent ici au Sénégal pour découvrir un autre aspect. Puisqu'il y a quelque chose qui me frappe ici aussi, vous savez, il y a ici une chaleur humaine, il y a une convivialité. On a ça à Bruxelles aussi, mais aussi on voit aussi un sens de la collectivité. Et je pense en Europe, on est devenu un peu trop individualiste. Ouais. L'individualisme en tant que tel n'est pas mauvais puisque chacune doit pouvoir s'exprimer, mais en même temps tu fais partie d'une communauté, Ouais. d'une collectivité. C'est le chacun pour soi, Dieu pour quelques-uns. Oui, et ça c'est pas bien. Ouais. Il faut rééquilibrer. Et là, nous, on peut apprendre beaucoup de la culture africaine et de la culture sénégalaise. Vous savez, quand on est venu ici, allez, moi pas personnellement, mais beaucoup des gens, des Européens, ont encore le sentiment eurocentriste, Ouais. eurocentrisme. Ils pensent que le centre du monde, c'est autour de l'Europe et on raisonne à partir des raisonnements européens. Évidemment, la culture européenne est très importante, je ne vais pas le nier. Mais la culture africaine est aussi très importante. Parfois, il y a des autres valeurs, on doit les respecter. Mais on doit trouver aussi une compréhension. Et les Européens, à mon avis, doivent changer leur logiciel. On est encore trop dans un logiciel du passé. On doit faire un update de notre logiciel, Une c'est-à-dire mise à jour. mise à jour. On doit le changer et regarder d'une autre façon vis-à-vis Afrique. Et je suis convaincu que le continent africain a un grand avenir, en particulier le Sénégal, va jouer et joue déjà un rôle très important puisque vous êtes un pays stable, Ouais. économiquement, politiquement, la démocratie est respectée et par conséquent, vous êtes parfait pour faire ce lien et c'est dans cet esprit qu'on est ici maintenant aussi avec la princesse, avec son Altesse, avec un esprit de partenariat. Pas avec un paternalisme, pas avec un néocolonialisme que certains d'autres affichent parfois. Non, on vous respecte, on essaye de vous comprendre et on sait que vous essayez aussi de nous comprendre. Et sur base de ces respects mutuels, on peut construire une vraie collaboration respectueuse. Vous prenez l'ouverture, le Sénégal est réputé comme un pays hospitalier
d'où l'appellation pays de la Teranga. Justement, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la Teranga sénégalaise? Cette manière d'être gentil, de vouloir accepter. Je suis seulement 48 heures ici au Sénégal, c'est ma première fois. C'est surtout ça, cette hospitalité, mais je sais, on ne peut pas dire hospitalité, c'est plus que ça, c'est une sorte d'émotion, une sorte d'intérêt à l'autre, et ça je pense c'est vraiment important. Et évidemment, je dois avouer aussi, on a resté qu'à Dakar, et je sais que le Sénégal n'est pas Dakar, il y a des nuances, mais ce qui m'a frappé, honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui frappe, quand on passe par la corniche, des centaines de jeunes qui sont en train de faire du sport. Et ça, c'est bien pour la santé, c'est bien pour leur corps. Et en Europe, beaucoup de jeunes sont un peu dans le siège comme ça, regarder leur téléphone, mais c'est quand même beaucoup de différence. J'ai l'impression que cette activité, cette vitalité qui est présente dans la société ici. Justement, nous réalisons cet entretien ici sur le littoral, dans un hôtel de la place. Et quand vous regardez Dakar, vous qui êtes secrétaire d'État de l'urbanisme, il y a du béton partout. C'est la bétonisation intégrale. Cela vous a-t-il aussi frappé? Oui, ça m'a frappé et j'ai quand même chaque fois... Peu d'espace vert. Oui, quand on a passé, j'ai toujours dit aïe aïe aïe, il y a encore de travail à Dakar à faire. Oui. Puisque c'est encore développement, comme vous dites, beaucoup de minéralisation, beaucoup de béton. On doit faire plus. Et aussi, ça m'a frappé, manque d'espace public. Oui. Dans une ville, vous savez, une corps fonction de la ville, c'est l'interaction humaine. Absolument. Les gens doivent se rencontrer. Et Dakar, pour moi, est encore trop une ville pour les voitures. Les trottoirs sont petites, il n'y a pas vraiment de terrasses. Et je vois les rues, en général, sont assez larges. Et je pense avec ce que Bruxelles a fait d'une certaine manière. Vous savez, on était le même genre à Bruxelles. On était une ville pour des voitures et pas une ville pour des gens. Et je pense que chaque ville doit avoir la vocation d'être une ville pour des gens. Dakar a la potentialité. J'ai passé déjà, j'ai vu avec, je pense qu'il y a beaucoup plus d'investissement dans l'espace public, des trottoirs plus larges, des vrais squares, des places avec des terrasses, peut-être même des pistes cyclables, pourquoi pas introduire le vélo ici à Dakar et équilibrer l'espace qu'on donne aux voitures et à des autres. La ville va changer complètement de look. Mais par contre, je dois quand même dire, les investissements qui sont faits dans la corniche maintenant pour la revivre, c'est un bon choix puisque les gens adorent la mer. On a vu à Barcelone en Europe, on a vu à Malaga, d'autres villes en Europe où les villes ont reconnecté avec l'eau. Et je vois quand même que ça se passe ici avec la corniche et c'est très important de le faire aussi. Mais je pense que si ces investissements dans l'espace public se font, un équilibre avec la voiture, Dakar peut devenir une grande ville au monde. Vous avez fait 2 jours à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Vous avez eu à animer 2 ateliers sur l'importance de la femme dans l'économie. Justement, quel est l'apport de la gente féminine par rapport au développement d'un pays? Vous savez, certains hommes disent parfois, on doit apprendre aux femmes de devenir entrepreneurs. Quelle bêtise! Les femmes sont les entrepreneurs par vocation, oui, par définition, puisque eux organisent leur ménage parfois leurs hommes aussi, hein, et leurs enfants. Et par conséquent, les femmes sont entrepreneuses. Ouais, et ce qu'on doit faire maintenant, c'est reconnaître ce rôle, ce savoir-faire dans la société en général, dans les très petites entreprises, dans les moyennes entreprises. Je sais que votre président a élaboré avec votre ministre de la Femme tout un programme pour inciter les femmes. Et les femmes jouent déjà un rôle important dans la société sénégalaise et doivent continuer de le faire, puisque c'est vraiment un moteur de changement. Ça ne veut pas dire que les hommes sont nuls, hein, ça j'ai pas dit. Les hommes sont importants aussi dans la société, mais il faut ensemble et il faut donner confiance. Et nous estimons qu'une société équilibrée, l'homme-femme, c'est une société qui progresse et qui peut développer économiquement sur tous les fronts. Parlons maintenant énergie. D'ici quelques mois, le Sénégal va commencer à exploiter son pétrole, mais également son gaz, des ressources naturelles en quantité, mais également en très bonne qualité, de très bonne qualité d'après des experts. La Belgique est-elle intéressée? Ah, je n'ai pas encore parlé avec la ministre de l'Énergie, mais la Belgique, comme tous les autres pays européens, sont à la recherche de gaz. Même qu'à terme,
on estime qu'on doit plutôt aller vers l'énergie renouvelable. Ouais. La Vers mixité énergétique. Oui, il faut une transition énergétique, il faut des éoliens. Je pense ici au Sénégal, tu as beaucoup de places d'installer des éoliens. Ouais. La Belgique a une expertise, puisqu'on a la mer du Nord, il y a beaucoup de vent. J'ai déjà remarqué qu'il y a beaucoup de vent ici aussi. Et le vent peut faire de l'énergie. Vous avez beaucoup de soleil, par conséquent aussi, tout ce qui est les panneaux solaires peut jouer aussi. Bien entendu, je pense là aussi, on peut jouer une collaboration, et je veux quand même dire, vous avez de la chance que vous avez trouvé du gaz et du pétrole. Alors, depuis la découverte de ces énergies fossiles, nous constatons un balai incessant de dirigeants de pays développés à Dakar. Je peux citer l'exemple du secrétaire d'État américain Anthony Blinken ou également du chancelier allemand Olaf Scholz. Tous ont exprimé leurs besoins, leur intérêt par rapport à ces ressources-là. Mais en même temps, ces grands pays demandent aux pays en développement de renoncer à l'exploitation de ces hydrocarbures. Que diriez-vous par rapport à cette démarche plus ou moins schizophrène? Il faut un équilibre. On est dans une période de transition. Maintenant, on a encore besoin de gaz, on a encore besoin de pétrole, mais il faut équilibrer. Il faut en même temps investir dans les autres sources d'énergie. Et à un moment, on va rephaser. Et voilà, c'est ça qu'on doit faire, puisque le changement climatique est très important. Ça menace l'humanité. Et par conséquent, on doit s'adapter. Vous savez, parfois les gens disent « Ah, on doit sauver la planète ». Moi, je ne pense pas qu'on doit sauver la planète. La planète va sauver elle-même. La planète est un écosystème et l'être humain est partie d'un écosystème. Mais on doit sauver nous-mêmes, l'espace être humain dans l'écosystème de la planète. Et par conséquent, on ne peut pas continuer d'y mettre des CO2 comme ça dans l'espace. On voit le climat devient complètement fou. Je ne sais pas comment c'est ici au Sénégal, mais on voit des températures énormes, on voit des sécheresses, on voit parfois des mois sans pluie et tout à coup, en quelques heures, on a la pluie toute une année qui tombe avec des inondations. Même en Europe aujourd'hui, on a ce genre de problème. Souvent, les gens pensaient à ces problèmes à Bangladesh, à Pakistan, ça n'arrive pas chez nous. Non, ça arrive partout au monde maintenant et c'est un problème mondial. Mais là, je trouve que, comme je vais le dire, le Sénégal a de la chance de trouver du gaz et du pétrole, mais on doit équilibrer et on doit diminuer la dépendance. Et en Europe, on a tout un débat aussi. Est-ce qu'on doit refaire l'énergie nucléaire? Ça, c'est aussi quelque chose. Je sais que le débat ne joue pas au Sénégal, mais en Europe, maintenant, le débat joue de nouveau de réinvestir dans l'énergie nucléaire. Oui. Beaucoup d'environnementalistes, beaucoup de dirigeants africains également reprochent à l'Occident cette arrogance, ce manque de sympathie envers les pays en développement, puisque l'Occident elle-même s'est servi de ses ressources fossiles pour pouvoir se développer. Donc pourquoi voudrait-elle en priver aux autres? C'est une très bonne question. D'abord, je vais répondre en deux choses. D'abord, je comprends que beaucoup des Africains ou des Asiatiques estiment qu'il y a une arrogance européenne. C'est vrai. Occidentaux en général. Ça, c'est la première chose. Et on doit le reconnaître, nous. C'est ça que je veux dire avec l'eurocentrisme. On est trop eurocentrique, on pense trop de notre logique. Et le monde a changé. D'autant plus qu'ils sont les principaux responsables du changement climatique. Oui, mais je vais répondre. Évidemment, quand on a utilisé les énergies, on ne savait pas l'effet, les conséquences. On ne savait pas. Personne ne le savait. Maintenant, on le sait. Et ce n'est pas puisque les Occidentaux ont fait ou commis une erreur dans le passé que les pays en construction doivent faire la même erreur. C'est ça exactement. Je comprends que certains disent mais l'Europe est arrogante. Je comprends ce raisonnement, mais c'est pas une. Parfois on est trop arrogant, pour être très clair. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, on tire des leçons des erreurs que l'Europe a commises dans le passé. Puisque dans le passé, quand on a utilisé ce genre d'énergie, on ne savait pas les conséquences. On ne savait pas. Mais aujourd'hui, on connaît les conséquences. Et par conséquent, c'est aussi dans votre intérêt de ne pas commettre les mêmes erreurs, puisque sinon, la planète sera foutue. Et par conséquent, l'être humain est foutu. Et ça, je pense, personne ne veut. Les pays en développement ont mis en avant la notion de pollueur-payeur, mais ce que l'on constate est que les grandes puissances contribuent timidement à corriger leurs erreurs, à indemniser ces pays-là. Pourquoi cela, d'après vous? Mais je pense qu'il faut faire une distinction quand même. Je pense que l'Union européenne
essayent quand même de prendre de responsabilités. Américains, c'est encore autre chose, Oui. d'autres autre chose, mais je pense que les Européens essayent quand même de faire des choses et je Oui. pense qu'on doit aller dans un nouveau partenariat, franchement. Mais il faut quand même une réponse globale. Je vais vous donner un chiffre très simple. Depuis le sommet sur le climat de Copenhague en 2009, les Occidentaux avaient promis de débourser 100 milliards de dollars pour contribuer à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre à moins d'1,5 degré. Mais 12 ans plus tard, même pas 50% de cette somme n'a été mobilisée. Il y a un manque de franc-jeu quelque part. Oui, je pense qu'il y a un manque de... il y a une sorte d'hypocrisie parfois. Et là, il faut dénoncer ça. Et je crois qu'il y a beaucoup des Européens en Europe qui dénoncent ça aussi. Et on doit prendre cette responsabilité conjointement. Mais je pense le grand pollueur, il ne faut pas regarder l'Europe, C'est la Chine. la Chine. Oui. Vous avez bien compris. Le vrai nœud du problème est la Chine. Eux sont en train de polluer et ne pas tirer les conclusions. Et je ne veux pas jouer contre le sentiment anti-chinois. Ça, ce n'est pas le but de ce que je dis maintenant. Mais c'est simplement un constat. C'est aussi une erreur de dire « Ah, c'est la faute de l'Europe ». Non, ce n'est pas le cas. Parce Oui. que l'Europe, je pense franchement, maintenant, l'Union européenne, est une des rares États, si je peux l'appeler, l'Union européenne est l'État, qui veut le changement réel et travailler ensemble. Parlons à présent de la migration irrégulière. D'ailleurs, le changement climatique est l'une des principales Exact. causes. D'après l'agence Frontex, cette année, le chiffre des migrants candidats pour un séjour à l'Europe a triplé de plus de 300%. Que pensez-vous de ces chiffres? D'abord, autant que je voudrais, l'Europe ne peut pas accueillir tout le monde. Oui. C'est impossible, puisque sinon on va changer complètement la nature de la société européenne et c'est quelque chose qui n'est pas bien. Deuxièmement, il faut accueillir les gens dans leur région d'origine. Ça veut dire que les Ukrainiens en Europe, les Syriens dans le Moyen-Orient, quand il y a des problèmes ici en Afrique, je pense que ça doit être un principe. Troisième chose que je voudrais dire, je pense que l'Europe doit continuer d'autoriser la migration légale, officielle, dans le pays. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire aussi, organiser une migration contrôlée, organisée, puisqu'on a besoin en Europe des migrants. Et je pense aujourd'hui en Europe, il y a une sorte de tendance anti-migration, puisque les gens ont l'impression, la perception, parfois c'est la réalité, que la migration n'est pas sous contrôle et en dehors de contrôle. Et ça, les gens ne veulent pas. Ils veulent que le contrôle les frontières. Mais on ne doit jamais interdire la migration, on doit l'organiser. Et ça, c'est le grand problème maintenant, je pense. Il y a une migration non organisée. Et en plus, certains États au monde utilisent la migration comme une arme contre l'Europe. Et ça, c'est pas bien non plus. On ne peut pas utiliser les êtres humains comme une sorte d'arme. Quand on regarde de près le phénomène, on peut en déduire que l'Union européenne est en train de faire dans la migration organisée, la migration sélective. Les Occidentaux, de façon générale, viennent en Afrique, piochent les cerveaux intelligents, d'où le terme de fuite des cerveaux. Au même moment, les Africains qui ont un niveau d'études moins avancé, moins élevé, rencontrent beaucoup de problèmes. Parfois même, c'est la croix et la bannière pour pouvoir avoir un visa ou même un statut d'exilé dans un pays occidental. À défaut de mettre fin à ce déséquilibre, comment le réduire? Mais je pense que l'Europe a aussi besoin de migration non qualifiée, si on dit ça. Hein? Oui. On a besoin de gens qui font du travail, puisqu'on n'a plus assez de personnes. L'Europe est un continent en train de vieillir, vous êtes un continent jeune, et par conséquent, on doit laisser venir aussi les gens et les former chez nous, mais ça demande toute une autre mentalité. Vous savez, le monde est en mutation. Et vous voyez ici en Afrique, mais en Europe aussi. Et c'est une sorte de changement de paradigme, changement d'organiser la société qui est en train de se faire. Oui. Mais il faut mieux le faire contrôler au lieu de non contrôler. Et je comprends très bien le dilemme de la migration qualifiée, puisque d'une certaine manière, les pays d'origine ont besoin de cette des ouvriers ou des personnes qualifiées. Mais par contre,
on ne lui dit pas non plus que les diasporas envoient de l'argent vers les pays d'origine. Il y a toujours le pour et les contre, et c'est toujours trouver un équilibre. Mais là, de nouveau, l'accord de réadmission conclu entre le Sénégal et la Belgique est très important, puisque si ça fonctionne bien, l'Europe et la Belgique vont accueillir beaucoup plus de Sénégalais, sans visa même. Voilà. Je rappelle que nous recevons dans le cadre de cet entretien spécial M. Pascal Smet. Il est le secrétaire d'État du patrimoine des relations internationales et européennes de la région de Bruxelles. Abordons maintenant l'aspect sécuritaire. Le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Gambie sont les exceptions dans la sous-région. Jusqu'à présent, ils sont épargnés par le fléau du terrorisme qui est en train de ronger également les pays côtiers comme le Togo, le Bénin, mais également la Côte d'Ivoire plus ou moins. Est-ce que la Belgique appuie des États comme le Sénégal pour leur permettre de se préserver de ce mal qu'est le terrorisme, le djihadisme? Oui, absolument. On doit collaborer avec le Sénégal. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, le Sénégal est un pays politiquement, économiquement stable. Oui. Et ça doit rester un pays économiquement et politiquement stable. Vous êtes tellement important dans l'Afrique de l'Ouest qu'on doit vous aider quand vous le demandez. Hein? La demande doit être formulée sur les termes que vous voulez. Et sur base de ça, on doit trouver des moyens de collaboration, puisque la stabilité ici est vraiment essentielle pour le continent Afrique. Et je crois que tous les pays doivent collaborer contre le terrorisme. La Belgique a connu des attaques terroristes, ouais. Hein, il y a 6 ans maintenant. C'est une horreur. Et il faut combattre contre ça, et ça veut dire une collaboration étroite, bien entendu. Mais votre avis un peu par rapport à cette brouille entre la France et le Mali, la France qui intervenait au Mali depuis 2013 avec l'opération Serval, puis l'opération Barkhane. Aujourd'hui, les deux pays ne s'entendent plus. Conséquence, l'opération Takuba et l'opération Barkhane ont été redéployées dans le golfe de Guinée. Est-ce que cela ne complique pas, selon vous, aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme? Je connais pas assez le dossier pour me prononcer là-dessus. Comme ça, je suis prudent. Tu sais, parfois, les hommes politiques aiment dire des choses qu'ils ne savent pas bien. Et je trouve que quand tu ne sais pas les choses, il faut les dire. Absolument. Et là, je ne peux pas vraiment juger. Je peux simplement dire que on ne doit pas être ici avec un esprit colonial, néocolonial. Le pire, le néocolonialisme, en fait. Et ça, ce n'est pas un esprit dans lequel la Belgique est ici. On est dans un esprit de collaboration pied égal, égal et égal. Et on a eu des rencontres très fructueuses avec votre Premier ministre, avec votre Président, avec plusieurs ministres. Et on a senti cette vraie volonté de travailler ensemble et on veut être un allié de vous. Voilà. Très bien. Nous allons terminer cet entretien avec le sommet du G7 qui s'est tenu le week-end passé à Hiroshima au Japon. Les 7 pays les plus développés ont décidé d'isoler davantage la Russie en corsant les sanctions contre Moscou. En même temps, ils ont décidé d'octroyer l'Ukraine en armement, mais également en financement. D'ailleurs, pour la première fois depuis le début de la guerre, le pays va disposer d'avions de chasse F-16 de fabrication américaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, moi-même, j'étais il y a 2 semaines, 3 jours à Kiev, la capitale d'Ukraine. Oui. C'est très compliqué pour arriver. Hein? C'est même dangereux pour arriver là-bas. Mais l'Ukraine est un pays européen. Ils n'étaient pas toujours, puisqu'à un moment, ils étaient sous l'influence russe. Mais ils sont développés vers un pays européen avec des valeurs européennes, pas parfait. Il y a de la corruption, il y a un combat contre ça. Mais il veut être une démocratie. Il veut liberté d'expression, il veut liberté de religion, enfin il veut vraiment être une société européenne. Et maintenant, malheureusement, l'invention russe en Ukraine, puisqu'on ne doit pas oublier, les Russes, on a envahi un pays souverain pour lequel la communauté internationale, y compris le Sénégal, ont reconnu les frontières internationales. Il y avait une agression contre un pays européen et malheureusement, la guerre est aujourd'hui une guerre contre les valeurs européennes et pour les défendre, on soutient l'Ukraine. C'est aussi la raison pour laquelle l'Europe ou l'Union européenne a accueilli beaucoup de réfugiés ukrainiens puisqu'on est dans le continent européen. Ça étant dit, je sais et je peux comprendre, il y a une responsabilité que certains disent, mais attends, l'Europe fait tout maintenant pour un pays européen, mais quand il y a des conflits sur le continent africain, il y a moins d'engagement.
Je peux comprendre cet argument. Et là, de nouveau, ça doit faire partie de ces mises à jour de logiciels européens au monde. Pendant que les grandes puissances continuent d'armer l'Ukraine, 6 pays du continent africain, notamment le Sénégal, sous l'égide de son président Macky Sall et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, ont décidé de mettre sur pied la médiation africaine pour essayer de trouver une issue pacifique à cette guerre qui date d'un peu plus d'1 an. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une contradiction dans la démarche entre les Occidentaux d'une part et ces présidents africains? Non, pas du tout, puisqu'on soutient un peuple ukrainien oui, qui est mais en envahi. même temps, vous continuez quand même à donner des armes. Ah non, mais si on ne donne pas les armes, les Russes vont envahir l'Ukraine. Mais c'est déjà ils fait. Vont occuper un territoire. C'est déjà fait. Non, mais à ce moment-là, ils vont occuper un territoire oui. contre la volonté de la population. Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne peux pas occuper. Mais quelle est la responsabilité de l'OTAN dedans? Mais il n'y a pas de responsabilité de l'OTAN dedans. Oui. Il n'y a pas de responsabilité. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Hein? Oui. Elle ne fait pas partie. Mais la Russie n'oublie pas ça jamais contre la volonté du peuple ukrainien. Pas seulement le gouvernement ukrainien, oui. mais le peuple ukrainien. J'étais là moi-même. Oui. J'ai pu constater les Ukrainiens ne veulent pas vivre sous l'économie russe. Très bien. Et c'est comme la même chose si le Mali va envahir le Sénégal. Vous ne voulez pas non plus vivre sous le régime de ça. Et par conséquent, on a l'obligation morale de le faire. Mais je salue l'initiative faite par votre président pour essayer de résoudre. Et je souhaite bonne chance, puisque toute initiative de paix qui est de bonne foi doit être soutenue. Et je crois qu'il y a de bonne foi dans l'initiative qui a été prise par votre président. Mais cette initiative initiée par 6 dirigeants africains, dont le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, n'est-elle pas vouée à l'échec quand on sait que les grands pays, les Occidentaux en tout cas, n'en veulent pas de cette paix-là? Mais on veut la paix. Mais pourquoi continuer à armer mais au même moment l'Ukraine? Mais on veut la paix la plus rapidement. Ce n'est pas avec plaisir qu'on donne les armes ou avec... mais n'était-il pas plus facile d'appeler donc à une désescalade entre la Russie et l'Ukraine? On appelle tout le temps d'escalade, mais le problème est que la Russie, pour le moment, n'est pas intéressée dans la désescalade. La Russie veut occuper l'Ukraine contre la volonté du peuple ukrainien. Et par conséquent, ça c'est l'essentiel de toute l'histoire. Le peuple ukrainien veut être un peuple libre qui choisit son propre destin. Et ça, tout le monde doit respecter. Et par conséquent, quand vous êtes agressé, vous va demander à d'autres pays d'être soutenus. Et c'est ce qu'il passe. On ne veut pas une guerre avec la Russie. L'Europe, l'Union européenne n'est pas intéressée dans une guerre avec la Russie. On ne veut pas. On veut simplement que le peuple ukrainien peut choisir son propre destin. Très bien. C'est tout. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci beaucoup à vous. Merci. Pascal Smet, vous êtes le secrétaire d'État de l'urbanisme, du patrimoine, des relations européennes et internationales de la région de Bruxelles, la capitale de la Belgique. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cet entretien spécial. Merci à Suleiman Diallo qui était à la caméra, à Iba Marsen qui était à la technique, mais également à Abdou Diouf qui nous a conduits jusqu'ici pour pouvoir faire cet entretien. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs de la télévision d'ici et d'ailleurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur ITV. Au revoir.